Perf, Réagit, React. La troisième édition de la Biennale de performance du Centre d'artistes Axe Neo 7 est présentée du 22 septembre au 23 octobre en collaboration avec le centre de production Diamond, Fait Maison, la compagnie Katie Ward et le Beelden Dance Theatre aux Pays-Bas. Perf mise sur la notion de rencontre inhérente aux pratiques performatives et présente tous les mercredis du mois les propositions d'artistes, d'autrices, auteurs, de commissaires, de chercheuses, chercheurs, de théoriciennes, théoriciens, de travailleuses et travailleurs culturels et d'organismes réunis dans le cadre d'une manifestation pluridisciplinaire d'art-action. En amont de la Biennale, la présente série de balados, en collaboration avec Fait Maison et une douzaine d'invités, sera diffusée sur les ondes de Radio Hall les mercredis 1er, 8 et 15 septembre. Perf est réalisé grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada et de la ville de Gatineau. Hey Anna, I have something for you. Uh-oh. Oh, let's talk about this. So today we're going to talk about the genesis of what we're doing with Axe Neo Set, the podcast series, and as well the two performance night that has a very weird route that is really linked to what Fait Maison is. So over a year ago, I contacted Anna to start back something we had tried to do a few years past. So that actually Anna had suggested. Yeah, we had initially got together to find a way because Fait Maison was having its 10th anniversary. Is that correct, Thomas? Or 10 years, 15 years. And we thought that we should do something. And we thought that maybe it should be a book, an archive of all the people who had performed and all the places they had performed and all the people who had come and the people who had volunteered their time. And so we started with the idea of a book, but that quickly evolved into other things, right? Yeah, so we tried to come up with a book project that became so big that was a bit too big and we didn't get the funding for it. But it kept being there, and I was mistaken. It's 10 years when we started this idea. It's now 16. So right. Yeah. Okay. So we tried to do this. It was a bit too big, got caught up in other things, and then COVID came along. And then I called Anna and said, oh, we should do something because now nobody knows what to do. We're all stuck at home, and we should do a series of roundtable that would address some issues we wanted to talk about in the book, and it would give us material so we could interview things and start to set up that to prove that we can do this. So, and figuring out that maybe by the fall, school and everything wouldn't be ready to have a program, so we decided to do a roundtable. And I think that's when we also invited Jean-Michel for the first roundtable in your garden, right? Jean-Michel, t'étais là? Oui, exactement. Oui. Fait qu'on avait déjà un petit peu ce premier plan-là. Donc, on a utilisé quelque chose que je fais chez moi annuellement, la fête du sureau, qui se passe autour de la Saint-Jean-Baptiste, au moment où mon arbre de sureau est en fleurs, où j'invite des gens au jardin pour une conversation sur un sujet d'art. Donc, cette année-là, on avait décidé de le faire sur ce souvenir, Remembering Performance. Donc, on avait invité quelques personnes, Michel Lacombe, Jean-Michel,
Stéphane, Mélanie Myers. Éric Ladouceur, Oui. étais-tu là? En tout cas, il était venu, ouais. Et quelques personnes, on avait eu une discussion sur Zoom sur ce sujet-là, qui était comme une tentative, un test pour ça. Et là, on avait approché Jean-Michel à ce moment-là parce qu'on trouvait que Jean-Michel était intéressant pour ce sujet-là. Puis ça a fait qu'on a tranquillement approché Axnéo 7 pour une série de tables rondes. À l'automne, on en a fait une deuxième avec le Cégep autour des duos d'artistes, la collaboration, mais vraiment dans la performance. Donc, à ce moment-là, on avait invité Sylvie Tourangeau, on avait invité Anne-Marie... Là, j'ai un blanc parce que je suis fatigué, mais ça va revenir. Trépanier. Trépanier, merci. Laure Bourgault, Véronique Guittard. Il me semble que c'était ça. Qui avait parlé au cours d'une journée où il y avait des conférences en art pour le Cégep. Donc, ça a été la deuxième. Donc là, on commence à voir, à chaque fois aussi, on en a profité pour commencer à faire des entrevues avec les artistes. Et c'était toujours un mix. This is a point where, at some point, we discussed about how do we want to talk about the past of Famaison, or how do we want to think about how it worked. So this is where we started to invite people that were involved in Famaison, but also people that weren't involved that address some issues that we or problematic we had with Famaison that could bring light to it. So this is where we decided to be proactive and more than just being strictly historical about it. Yeah, I think that in order to make it make sense in the now, we really wanted to contextualize what had happened and how that fits into bigger conversations about performance too. So I think it's a way to also bring what happened in Famaison into larger discussions. And that was a big part of what we wanted to do as well. Because I think that Famaison brought a lot of things together that I think are important to untangle a little bit. And we thought it was a way to also sort of bring out each of these threads in terms of thinking about performance. Mm-hmm. Things like domesticity, talking about spaces where you create a safe space for people to do something that's collaborative or to do something that's experimental, to try something that they might not try in other places. So there was also that element too, I think, that we wanted to give it a broader wash. Ouais, puis c'est là où, dans la discussion avec Axnéo 7 et Jean-Michel, que l'idée des tables a continué, mais la possibilité de faire des soirées performances est arrivée. Et là, ça devenait aussi clair pour moi particulièrement, qui s'intéressait à la mémoire de Famaison, qui est très souvent liée au fait que ça a été beaucoup chez moi. Et il y avait cette idée-là que Famaison se passe dans des maisons. Ce qui était, à mon sens, pas tout à fait juste. Donc là, tout d'un coup, en faisant des soirées à Axnéo 7, ça nous permettait de mettre en lumière d'autres aspects de Famaison qui étaient là à tout moment, mais qui étaient peut-être moins visibles et au moins associés à Famaison que, par exemple, le fait d'être dans des maisons privées ou tout ça, et qui nous pose des questions très pragmatiques que Famaison a exposées à quelques reprises dans son histoire, là, que ce soit avec l'Expo à 101 ou les moments où il a collaboré avec Axnéo 7, Salle Gallery, sur comment on transfère la domesticité qu'il y avait à Famaison dans un cadre de performance en galerie. Parce que ça, c'est une des choses qu'on va voir puis qu'on espère, je crois, Anna et moi, avoir réussi à recréer dans une certaine mesure à l'intérieur des soirées performances qu'on organise pour PERF. C'est toute cette question-là de comment amener une atmosphère domestique qui nous éloigne du rythme que la galerie impose normalement. Donc, il y a eu un gros travail de notre part sur le choix des artistes, les discussions avec les artistes, sur comment justement on réussit à avoir un spectateur qui est dans les dispositions plus proches de celles qu'il y avait dans ma maison, qui est très différente des attentes qu'un spectateur va avoir dans une galerie. Donc ça fait partie des questions qu'on s'est beaucoup posées. On how to capture that flavor of an intimate small group too, so that, you know, there's a lot of, I know for when Thomas had Famaison in his house, you know, food was a big part of that, or discussions after the performances were a big part of that. And so we were really trying to find a way to bring
a kind of atmosphere where people felt comfortable talking with each other, talking to the performers, talking after the performances. And so we've tried to recreate that on a different level, I think, particularly with our afternoon tea. Yeah, I think there's issues in the afternoon tea that are very close to this, but maybe go back to how the roundtable became the podcast. C'est là où, en discutant avec Jean-Michel, une fois qu'on a fait la deuxième table ronde, Jean-Michel, tu nous as suggéré de faire des podcasts. Mm-hmm. Effectivement. And maybe Jean-Michel, maybe you can talk a little bit about why you were interested in that. Ouais, les podcasts. Mais en fait, nous avons eu cette expérience l'été dernier à travers l'initiative du Centre de production Diamond, donc Radio Hall, de réaliser du contenu exclusif, donc une série de balados, de podcasts qui s'arrimait justement à notre programmation. Donc, l'idée, c'était de discuter avec les artistes de notre programmation qui ont eu des expositions qui ont été reportées. C'était vraiment, je dirais, axé sur, nécessairement la crise pandémique, mais aussi cette crise de la présence, la rencontre. Puis pour moi, la présence de la rencontre, c'est inhérent justement à la performance. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire cette série de discussions, de tables rondes sous forme de balado, de podcast avec Fait Maison. Pour moi, ça allait de soi. Il y avait une sorte d'arrimage thématique. Puis l'an dernier, notre collègue Éric Trottier, qui travaille à la production de cette série de discussions, avait fait un bon travail. Puis je me suis dit, ce serait intéressant de itérer justement cette expérience-là avec lui, puis vraiment rendre ce contenu accessible, tant par disons, les voix radiophoniques, dans le cadre justement de Radio Hall, qui est plutôt un événement ponctuel, que d'arrimer aussi cette série de discussions-là à notre site Internet, donc pour assurer une disponibilité des contenus, que de les présenter justement dans un espace de galerie, puis vraiment d'une certaine façon expographier ces balados, podcasts. Donc, c'est un peu là est venue l'idée, puis je pense que ça a lancé une grande discussion entre nous, une conversation aussi qui arrime plus d'une douzaine d'artistes, d'intervenantes, intervenants du milieu qui ont déjà participé justement à des rencontres dans le contexte de Fait Maison. Donc, ouais, je pense que c'est là tout la cohérence de cette collaboration-là par le biais du mode de diffusion qui est le balado. Je sais jamais comment l'appeler balado ou podcast, surtout dans le contexte là, bilingue qui nous concerne. Ouais. They're kind of different things, no? Like, I mean, I know they're the same thing, but when you guys try to tell me what a balado is in English, it's kind of something different. And so it's interesting. I don't know what to call it either. Oui, en français, c'est balado, puis j'ai l'impression que, c'est comme ça. Mais bon, c'est un peu l'idée là, initiale de cette série. Puis en même temps, il y avait tantôt j'ai parlé de distance. C'est très facile, ça ne nécessite pas des déplacements. Cette série-là a été enregistrée justement chacun chez soi, comme ça sur Zoom. Donc, oui, il y a la dimension virtuelle, mais par exemple, la table ronde à laquelle j'ai participé, nous sommes restés une trentaine de minutes après parce que ça allait de soi. Nous avons ce besoin-là, finalement, de parler entre nous. Donc, j'ai trouvé que c'était très rassembleur puis que ça reflétait finalement ce qui est Fait Maison, ce moment-là, finalement, d'échange, de partage qui s'ensuit après la présentation des performances. Puis c'est ce qui va arriver ici durant justement notre série de soirées, tant avec vous que c'est ce qui est beau de la performance. Il y a cette nécessité-là par la suite de s'exprimer. Je sais pas, je trouve que ça va au-delà d'une exposition où il y a des questions esthétiques qui sont relevées. Là, on parle vraiment de au-delà de la pratique, on parle de toute cette dimension-là, de la présence de l'artiste. Il y a énormément de ressentis également. Donc, ouais. Ouais, mais c'est peut-être notre cue pour parler de notre position curatoriale qui est vraiment... là, il faut dire que Fait Maison a toujours été... Ça a été sa force, vu qu'on n'avait pas de moyens. Ça a toujours été de s'adapter, de profiter de la situation.
Fait que c'est un peu quand j'appelle Anna au début de la pandémie, c'est ça. Donc, tout ce qu'on a fait est intimement lié à la pandémie, est à la fois une réponse et rendu possible par la pandémie. Anna et moi, on se rencontre toutes les 2 semaines ou toutes les semaines maintenant depuis plus d'1 an et demi. Mais entre-temps, moi, je suis en Gatineau, Montréal. Anna a été à Los Angeles, à New York, à Kingston, à Ottawa. Très bien. Montréal, là, elle est à Montréal. Donc, il y a cette question-là. Et là, ça nous a permis de réfléchir nationalement. Donc, on a invité des artistes de Vancouver, d'un peu partout dans toutes nos conversations, ce qui se reflète là. Donc, il y a eu ça. Puis, ça l'amène ce que tu commences à évoquer, qui a été la chose importante pour Fait Maison, puis qu'on essaie de ramener. On en parlera pour le Tea Party, mais c'est on ne commissarie pas des œuvres, on fait des rencontres entre des gens. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on se base. On a choisi nos artistes dans les balados, dans les podcasts, de la même façon qu'on les choisit pour nos soirées. Qui va bien aller ensemble, qui va se répondre. C'est très bien dit, ça. Dans leur pratique, plus que dans leurs œuvres. Et particulièrement la deuxième. Les deux, mais vraiment la deuxième, là, il y a un effort où, dans un certain sens, on est dans un dialogue à 7 sur qu'est-ce qu'on va faire. Même s'il y a des individus qui sont invités. Puis ça se reflète, je pense, dans les thèmes. Là, vous avez eu dans les podcasts la reperformance, qui est une revisite de ceux qui nous précèdent. Il y a eu ce souvenir de Fait Maison, donc les gens qui ont été impliqués très près dans l'organisation Fait Maison qui sont venus au deuxième podcast. Et le troisième, c'est celui sur la collaboration, puis les différents niveaux de collaboration. Donc, il y a tout ça qui se reflète dans cette vision curatoriale, qui est peut-être une des choses que Anna et moi, on aimerait continuer à réfléchir une fois que ce projet-là va être terminé. Là, c'est vraiment cette réflexion-là sur comment on met en place un commissariat vivant dans la création d'œuvres qui, à mon sens, est très différent du commissariat qui essaie de mettre en lumière quelque chose à propos des œuvres déjà réalisées, mais vraiment ici d'essayer de créer des conditions dans un dialogue entre les conditions qu'on place comme commissaire puis la réponse des artistes à ça. Et d'essayer de mettre en lumière ce dialogue-là plutôt que le résultat. And I think it's also reflected in the way that we work together. Like, I think it's also about collaboration, not just, promoting collaboration, but actually working in a collaborative way with you, with Thomas. And I think that that's also really important to us, I would say, that we're reflecting what we hope to achieve. And you didn't go into detail about the afternoon tea, but we're actually meeting with the artists all together to talk about the constraints or the organization of the event. So it's not that we're saying this is the event and this is how it's going to be. We're saying, okay, we'd like you all to participate, and how do we want to build this out? Which I think is a different way of thinking about it as well. So, we thought of you because of this. We had this idea. How would you react to this? How do we adjust? It's all the question we're having. And it's the same thing with the language, because Fait Maison, a lot of the time was in English because a lot of people spoke only English, but most of the time people that were unilingual in English weren't Anglophones within Fait Maison. And we have this again playing. So going from different language is still there within the podcast and within the performance event as well. Donc, ce passage d'une langue à l'autre qui nous permet encore là d'être dynamique, puis de ne pas circonscrire, d'ordonner par des lignes de force qui nous mènent plutôt que des lignes qui encadrent. Je pense. Yeah, that's a nice way of putting it. Fait que peut-être qu'on peut parler des 2 soirées. Quand ça nous a demandé une flexibilité, parce que quand on a commencé à se parler de ça, on ne savait pas du tout ce qui était pour arriver avec la COVID. Et là, on voulait, puis là,
la deuxième vague se terminait quand on a commencé Ouais. à travailler là-dessus. Et là, oups, on se dit, OK, on travaille là-dessus, on commence, et oups, la troisième vague commence à prendre l'ampleur, on se réunit, là, c'est la catastrophe, qu'est-ce qu'on va faire? Effectivement, ouais. Donc, la première soirée, celle des vitrines, est sortie exactement de ça, en se demandant, OK, comment on fait? On ne sait pas ce que ça va être en septembre. Quelle est notre solution pour arriver à une soirée performance qui peut fonctionner, qu'il y ait la COVID ou pas? But also, I think it's important to think about how COVID has changed our understanding of what is liveness, right? We've all had a really different relationship with screens and with what it means to go live. And so I think that it works on both ways, both conceptually it works, and then also in reality of like the rules and regulations. Yeah, that's totally true. So we came up with the idea that we would have performances in windows, try to Oui. find windows within Get to Know around Axneo set, so people could watch the performance from the window. If rules allow, people could come in, but we knew by that time that by the fall, some people will be comfortable to be in a live performance setting if they're allowed to be inside, but a lot of people will be scared still. And even though it's allowed, not everybody will be willing to go. So we started to think about inside presence, outside, and this is what we've thrown to artists. We invited Right. people who can work with windows and avatars and whatnot to think about what is it to be present or not. The artist is present. What does it mean now? Absolutely. And what does it, yeah, like what does a live performance mean? If we're using a camera to film a live performance and it's shown live on another screen in another place, does that make it live? Like it poses a lot of interesting questions about liveness, because performance, Right. so much of performance was about liveness and what is liveness, and then the documentation of this liveness, and then, you know, what do we do with documentation and the archive? But at the same time, that has really shifted over this last year and a half, of our interaction with each other, the way that we watch performance, the way that we watch people talk, lectures, conferences, all of that. Yeah, So. how we learn to be present on the screen as well. Yeah. Because and feel there's connection even though we're not together. So these issues played out, and we invited artists from out of town, David Kang from Vancouver, Theo Pelmish from Winnipeg, that used to be in Ottawa, but this brings, that was also a question when we invited them, will they be able to come? Because of the restriction or not. So this puts everybody on edge, because we have to adjust all the time. Oui. Effectivement. But that's also how this is also where fait maison, using condition context Oui. and possibilities, opens this up, because we're not framing things, we're allowing things. And this gives a space for artists to react and be prepared if this happened, and you don't have to change everything. It just changed the way we look at it. Certainly, you know, Thomas and I were talking, I think it was just this week, but time has become like an accordion at the moment, you know, you're like, oh, that was just this week. We were talking about like curating performance and the flexibility that requires, and the faith that requires in some ways, because you don't have a finished product and you're working with artists, and you know, we all have to be flexible and think and be prepared for so many different responses from audiences, let's say, or things that work or don't work. And I think that it's a different place to be, to curate things that you've never seen, right? Ultimately, that's what we're doing, is we're curating these things that we don't know. Mm-hmm. So and there's a lot of question about trust and how you build trust. Yeah. Anna and I have been meeting every 2 weeks for over a year and a half, but some week we had nothing of work to talk about. But we still had the meeting talking about our kids, about what's going on in our life.
And at some point, there was this fact that we were all stuck at home, so talking to somebody was important, but that was also one of the important key of Fait Maison. And I think I'm bringing that to teaching as well, more and more, not only talking about work, but talking about other stuff around. So you start to trust. And this is about domesticity and about openness. And these are key component of how we try to build a place where you don't go see a performance in a gallery, you go meet people. That was the house helped doing that, but there's not only the house, it's also how you meet people, how you greet people, what place you leave for personal interaction. And that's also how we deal with artists, making sure we understand that everybody's at ease and we're not just going for the artwork, but going for a relationship. So then it's less important what is the final result. And you start to trust that it will happen because there's an openness. One of the big things we've been doing with artists is telling them that they don't have to tell us everything about it. We trust them. Yeah. And but it also reflects in this relationship that we have with Axe. You know, I'm just looking here with Eric and you, Jean-Michel, on the screen, and it's kind of like, oh yeah, there you are, because we've been doing this for a while now. And so it's like, oh, there you are. Hi, how's it going? C'était ta face. Oui, like we've built up this trust and this relationship with both of you as well. And so, I mean, it's all about, in the end, it's really all about relationships. Any project that anyone does is really all about the relationships that you build and the networks that you create for that project. C'est très bien dit. Ouais, se faire confiance à distance, puis s'adapter. Vous l'avez bien expliqué, là. Adaptation, constamment. Happé, submergé par la série de vagues de cette pandémie, j'ai comme, ça... Puis en même temps, je pense que vous y avez fait allusion. La performance, c'est une pratique qui s'adapte aussi aux différents contextes. Donc, d'une certaine façon, j'ai l'impression que nous sommes insérés dans cette vague-là, tout simplement, dans ces vagues-là, à vrai dire. Je le vois comme ça, puis j'ai bien hâte finalement, parce que là, la biennale commencera incessamment, mais j'ai bien hâte justement de vous voir, puis j'ai comme l'impression que, pas avoir cette interface-là, ça pas avoir cette séparation écranique, là, ce mot qui fait référence à l'écran. Je pense que ça va être intéressant, puis de voir aussi comment, à travers vos propositions, comment vous avez adapté lorsque, il y avait des impossibilités de déplacement pour les artistes, de présenter en simultané, rester dans l'idée du en direct, justement, par la diffusion de la performance sous forme de projection. Donc, il y a vraiment comme... de part et d'autre, une adaptation, puis ça se ressent à travers votre intention commissariale, à travers les deux soirées, événements qui sont proposés. Oui. Ça reflète en même temps ce qu'est Fait Maison. Ça, je pense qu'en aucun cas, le concept sur lequel vous travaillez depuis des années est écarté, nullement dénaturé, même s'il y a une sorte d'institutionnalisation, là, il vient s'imbriquer des outils communicationnels promotionnels, ça reste que c'est Fait Maison. L'intention, elle est là. Je pense que c'est la force de petites organisations comme était Fait Maison. Ils sont flexibles, ils se doivent d'être flexibles. Puis dans une catastrophe comme la COVID, où les institutions s'enjambent dans leurs propres normes puis ils ont de la difficulté à s'adapter, c'est une des raisons pourquoi tout de suite j'ai sauté sur l'occasion, parce que je savais qu'on avait cette flexibilité-là de changer de direction. Il y a des Fait Maison qui ont été organisées à une semaine d'avis, non? Oui, exactement. Puis il y avait une immédiacité qui permettait de s'adapter aux conditions. Et là, ça a été quelque chose à négocier avec nous-mêmes, c'est-à-dire comment tout d'un coup travailler avec Axe institutionnalise, donc met une pression, puis comment la déconstruire pour nous-mêmes pour arriver justement à garder la souplesse, là.
Il y a la question, il y a ces questions-là qui sont là quand même, mais oui. I think it's going to be emotional too, because we've all been so separated. It's true though, I do. I think it'll be like we've all been so separate and removed from bodies and people, and then we're all going to be back in Acts, which holds a special place for all of us, and so I think it's going to be really emotional. I'm crying already. No. Yeah. Well, actually, Anna and I saw each other in the flesh for the first time since we started this. Yeah. This week, so a couple of days ago. And that was emotional in a way. And I was also very surprised how I didn't feel as much. With some people, I see them in flesh and I feel like crying. I'm like, oh, finally. But with Anna, we've managed to be so close, even though through the Zoom meeting, that I didn't felt as much that I didn't see her for a long time. It was very funny because I was very relieved and happy to see Anna, but at the same time, I didn't felt familiar. It felt familiar. It didn't felt like I was removed from you as much as some other people. When I saw my mother after 6 months, I was very emotional, even though there's no real physical bonding with my mother. There was this anyway. I was very emotional. And with Anna, it's like, oh, we had managed to preserve something. Yeah, through the meetings. It's true. So there's a way to, even for old people like us. I thought that's what you were going to say at first. And when I saw Anna, she looked really old. Because I don't see as well as I used to. So, looking forward to it. Yeah, looking forward to it. J'ai hâte que vous reveniez. C'est un peu de revenir à la maison. Vous avez été investi à Axnéo 7, chacun à votre façon, par des implications au cours des dernières années. Donc, vous allez revenir c'est ça. À la maison pour faire un fait maison. Ouais, c'est vraiment bien. C'est bien. Ouais. Puis vous constaterez que moi aussi, le toupette commence à blanchir. Ouais. Bon. Est-ce que vous voulez parler plus programmation maintenant, comme plus en détail ou je pense que ça vaudrait la peine. Ça nous permettra de peut-être mettre on peut les faire dans l'ordre. Fait que c'est Axnéo 7 qui commence le 22 septembre. C'est ça. Oui, effectivement. Je vais... On est curieux. Tu en as parlé un peu, mais... Oui, puis parler d'adaptation... C'est ça. C'est vraiment, je pense que notre programmation reflète bien ce mot qui est le mot de l'année pour 2020-2021. Je vous présente, en fait, je vais vous présenter la programmation de façon très informelle, puis un peu vous donner l'intention. Comme vous le savez, là, ça va de soi, c'est évident, les 2 années séparant cette 3e itération et sa précédente ont chamboulé la manifestation de l'art sous toutes ses formes, notamment la performance, parce que, il est question de présence. Donc, dans ce contexte, PERF, donc cette 3e édition de la Biennale, donc ça avait débuté en 2017, ensuite une 2e année en 2019, nous en sommes à la 3e en 2021. Donc, PERF prend une forme que je dirais plus engagée en adoptant un positionnement vis-à-vis la situation actuelle, donc la crise pandémique. Donc, réagir, react, qui n'est pas nécessairement une approche thématique. Ça se veut plutôt comme une mise finalement en réaction de la rencontre. Donc, c'est vraiment une notion qui est importante de part et d'autre, tant pour Fait Maison qu'Axnéo 7. Donc, pour nous, c'était... c'est ça, c'est un jeu de mots assez rassembleur. Donc, nous avons pris, je dirais, le postulat de l'inopiné aux propositions habituelles. Donc, par l'invitation
d'autrices, d'auteurs et artistes à réfléchir et à écrire sur la performance et dont les résultats, justement, sont recueillis en un volet textuel. Donc, c'est une nouvelle initiative cette année. C'est présenté dans la salle Jean-Pierre Latour, parallèlement justement à une station d'écoute de la présente série de balado podcast. Je sais jamais quel mot utiliser. Puis également, bon, je tiens à le préciser, là, ça sera toujours disponible en ligne. Donc, à ce volet s'additionne justement l'invitation que nous vous avons lancée, donc à Fait Maison, à vous deux, Anna Kimagia, Thomas Grondin, pour une résidence commissariale, disons-le comme ça, puis une résidence aussi qui s'étire sur la durée, donc faisant l'objet de deux événements, soirées, vraiment carte blanche. Ça aussi, tantôt, il était question de confiance. Je considère que c'était des cartes blanches qui vous ont été lancées. Donc, une déambulation hors les murs et un après-midi de thé performatif où les réflexions justement sur la réalisation de spécificités au site, donc entre l'événement, l'audience ainsi que les espaces publics et de présentation, sont sujets de ces propositions des artistes que vous avez conviés. De notre côté, 2 soirées de performance, donc qui disons, sous notre direction, rassemble des propositions plurielles, donc que je considérerais à la fois interventionnistes et même installatives. Pour clore, Axe Néo 7, propose une série de 3 représentations présidée d'une résidence chorégraphique du projet Dream Room de la compagnie Kitty Ward. Donc, ça sera diffusé en simultané et en collaboration. Et là, attention, je massacre. J'ai du mal avec cette appellation. Donc, c'est en collaboration avec le Beldind Dance Theater Tilder. Éric, tu le dis, Éric Trottier, mon collègue, le dit mieux que moi. Nous allons amorcer de notre côté. On peut peut-être y aller par soirée. Soirée 1, 2, 3, 4 questions. Vraiment lancer l'échange autour de nos soirées. Donc, la soirée numéro 1 se déroulera mercredi le 22 septembre. Les artistes invités, Emma Kate Guimont, montréalaise, qui présentera une performance titrée Glace. Guillaume Bébé, qui, elle, présentera une performance, La sommation des acouphènes. Disons que ça promet énormément. Puis, parallèlement à ça, il y a l'installation OBWC de Isabelle Powers, qui est une artiste issue du programme des autorésidences. Encore là, une bonne initiative qui avait été lancée durant la crise pandémique par Axe Néo 7 pour continuer finalement notre programme de résidence, toujours offrir cette hospitalité-là envers les artistes, toutefois à distance. Je vous laisserai peut-être la parole pour la soirée numéro 2, Anna, Thomas. Shall I introduce one and you introduce Yeah. one, Thomas? Okay. So then the next one is us on the 29th. And this one is, we've been calling it the Vitrines. Through the Looking Glass. Through the Looking Glass, right. Ouais. That's what we were calling it, Through the Looking Glass. Exactly, sorry. C'est intéressant. Through the Looking Glass. And really, it's about performance and thinking through ideas of liveness and how we use screens and how performance can then use screens, and what does that mean, and what does that change about thinking about performance. And so we have some performances that will only be on screens, and some performances that will be live, interacting with screens, and some performances that will be live and then broadcast live. So it's a really interesting mix. So we have Francisco Gonzalez Rosas, who's currently in Montreal. We have Pascal Théoré-Gru. Did I say that right, Thomas? Yeah. Merci. Thank you. And we have David Kong, who's coming from Vancouver. Laura Paolini, who's based in Ottawa. And Theo Pelmish, who will be performing in Winnipeg. And I didn't give you the places. David Kong is in Ottawa. Pascal is in Montreal, and Francisco is based in Montreal. Yes. David Kang in Vancouver. Yes. Thank you. Yeah. So that's that. And that performance, that evening will actually be a walk,
which will be really interesting. It'll start in the cemetery near Axe, and it will end up back at Axe for David's performance. So we'll do a circuit. C'est vraiment intéressant cette idée de déambulation, puis de jouer avec l'extérieur, là. Yeah, exactly. Utiliser le So contexte. some will be viewed from outside, some will be viewed from inside, some you'll have a choice, some you will be with the artist, some you won't. Like it's a really nice mix, I think. And I feel very excited about it. I think je trouve ça très pertinent. Vous avez vraiment relevé le défi là, quant à la situation, puis vous avez aussi comme pris des paris finalement avec ces artistes-là. Je trouve ça intéressant de décentraliser les performances justement d'Axe Neo 7. Notre côté pour cette première soirée, l'ensemble des propositions seront à l'intérieur. C'est un peu aussi pour ramener cette idée finalement de la Biennale Perf, qui est une idée originale de Stéphane Saint-Laurent. Stéphane avait toujours cette image de l'auditoire qui encerclait les performances. Donc, vraiment, les spectatrices, spectateurs alignés contre les murs, puis là, au centre, il y a l'action. Donc, c'est un peu pour ramener cette idée-là. Puis bon, avec les normes sanitaires, il y a un système de banc, une sorte d'estrade qui a été élaboré par notre technicien. Mais c'est ça, pour ramener l'idée, puis un peu se distancer, puis sans trop justement réfléchir à quelles sont les initiatives hautes pour la diffusion de performance. Donc, je trouve que c'est intéressant au niveau de l'expérience parce que ça va se vivre tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et au-delà justement d'Axe Neo 7 puis de l'édifice de la filature et de l'arrière-cour également. C'est drôle que tu abordes cette question-là de la centralité parce qu'un des enjeux pour Fait Maison, c'était justement que le fait que les performances étaient chez nous, des fois, il y avait une performance qui demandait une distance spectateur, mais très souvent, les performances pouvaient débuter sans qu'on le sache. Et il y avait, à la maison, du moins, une confusion constante entre qu'est-ce qui était une performance, pas performance, qui étaient les performeurs et tout. Et des fois, il y avait des annonces, mais des fois, il n'y en avait pas. Ça, c'est génial. Puis faisant partie des enjeux qu'on voulait, c'est ça. Je pense que dans un certain sens, avec la soirée des vitrines, on arrive à le faire. C'est-à-dire qu'il va y avoir un questionnement constant sur qu'est-ce qu'on regarde puis qu'est-ce qui est là. Puis Through the Looking Glass, c'est de l'autre côté du miroir, fait référence, bien entendu, à Alice in Wonderland. Oui, Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Mais parce que ça fait le lien avec le Afternoon Tea. Il y avait comme un lien. Les deux soirées qu'on a présentées vont paraître très différentes. Oui. Mais en même temps, elles ont vraiment été pensées ensemble. Probablement comme des contrastes. Mais il y a une réponse, il y a des solutions très contrastées à des problèmes similaires sur comment justement on joue avec la présence et l'absence, comment on amène ça. Donc, il y a ce lien-là. Fait que je trouve ça drôle qu'il y ait la question de la circularité et la performance dans le milieu, parce que ça l'amène sur comment on se dirige vers le Afternoon Tea. Oui. Pour ce qui est du Afternoon Tea, là, c'est passé de l'idée de la table. Puis la table ronde, elle revient là, vraiment au cœur. Fait que la première idée, si on veut, c'est un setup de mariage avec des tables rondes. Avec, dans le fond, une table pour chaque artiste invité, potentiellement. Quoique la décision n'est pas prise puisqu'on est en discussion avec les artistes encore, c'est la forme de base qui sera construite, mais quand même, qui nous permettait de refaire quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre. Comme on va avoir 50 invités, ça fait 5 tables à 10 personnes, ça fait 50. Donc, on ne sait pas toujours où on va être, mais puis on ne sait pas nécessairement qui va performer quand puis quoi. Oui. Donc, ça descend complètement la performance et ça fait qu'il y a, dans le fond, 5 scènes, mais cette 5 scènes-là, il y a 10 spectateurs qui en font partie chaque fois. Oui. Donc, on ramenait ça, donc cette confusion-là qui était essentielle à Fait Maison entre ce qui est performatif et le public.
Et c'était une des grandes questions parce que le public à fait maison n'était pas le public de d'autres soirées performances. Entre autres par la rythmique. Donc, une des questions essentielles, quand c'était à la maison, c'était très facile. On fait une performance. Oui. On s'assoit, on prend une bière, on s'assoit sur le divan, puis on en discute. Puis là, oups, il y a quelque chose qui commence, mais on s'en est pas rendu compte ou pas. Donc, il y avait cette idée-là, comment on ramène ce contexte-là dans une galerie. Parce que dans la galerie, tu vas, puis là, les gens, il y a un horaire, puis on travaille avec l'horaire. À fait maison, on travaillait avec un line-up. Il y avait une séquence, on avait décidé avec les artistes, ils passent de temps en temps, mais il y avait quelqu'un dans la soirée dont son travail était de s'assurer que le public était disposé à recevoir la prochaine performance. On ne travaillait pas en fonction d'un horaire, on fonctionnait en fonction de l'état des artistes puis de l'état du public. Oui. Donc, souvent, on pouvait avoir 2 performances une à la suite de l'autre, mais si on sentait que le public en avait assez, on ne présentait pas une 3e tout de suite. On allait prendre une bière, on faisait d'autres choses, on se préparait. Donc, il y avait toute cette question-là. Fait, comment on ramène ça dans un contexte de galerie pour que le public accepte que ça se passe comme ça aussi? Parce qu'en galerie, si on est debout, puis qu'on attend la prochaine performance avec son manteau, avec son sac à dos, à un moment donné, ça ne nous tente pas d'attendre. On veut qu'elle arrive, mais de mettre les tables, d'asseoir les gens fait partie de ça. Le afternoon tea, là, je dois dire que c'est peut-être le début de quelque chose, on ne sait pas. C'est, je pense que c'est Anna qui a suggéré à un moment donné, mais cette chose-là me préoccupe déjà depuis longtemps, entre autres parce que ma blonde, Julie Routier, m'a initié au afternoon tea au Château Laurier. Aller prendre le thé, qui, moi, était quelque chose comme bon francophone québécois, avait aucune attirance, c'était une affaire d'anglais. Et en allant là, il y a toute une espèce de compréhension du monde colonial, dans ce que ça a de mieux et de pire en même temps. Mm-hmm. Donc là, quand on cherchait la domesticité, tout ça, le thé était là. Puis souvent, les conversations au jardin chez moi finissaient par être presque un thé d'après-midi britannique. C'était déjà un peu cette idée-là de conversation. Donc, le afternoon tea, pour nous, c'était une façon, encore une fois, de mettre en scène les enjeux de la COVID, mais cette fois-ci, les autres enjeux, pas juste dans nos relations au corps collectif. Mm. Toutes les questions des pensionnats autochtones, des questions identitaires qui sont venues avec ça, la question du colonialisme, de ses séquelles, de comment on sort avec ça, les questions identitaires qui sont à fleur de peau présentement dans la discussion publique. Donc, comment on les ramène ça, puis comment autour de la table, de la convivialité, justement, on se permet d'avoir ces discussions-là. Anna, tu veux ajouter quelque chose? Il y a tellement de choses dans Yeah, I think we should maybe just talk about who we've invited to sit down at these tables. Do you want me to? Do you have the names? Yeah, go for it. Okay, so we really wanted artists that we thought would fit within the context that Thomas was talking about, the framing of thinking about something that the audience can come to and participate in a different way, and events, performances would happen in around them, and that they could discuss. So we invited Dana Danger, who's based in Montreal, Don Kwan, who's based in Ottawa, Michel Lacombe, who's based in Montreal, Kamala Mackerel, who's based in Montreal, and Stéphane Salon, who's based in Gatineau. So I think it's a nice mix too of people and sort of their locations and where they're coming from, and thinking about what tea means to them. We had a really great conversation with them in our first meeting, and it was everybody's relationship to tea. You know, whether that was Kama, who was talking about coming from Mauritius, where they have a tea plantations in Mauritius. And their obsession with teacups, to tea being a place where women share stories and gossip and learn about life. Like, you know, I think it was Dana that talked about learning
all about periods and boyfriends and something else from sitting down with her elders and having tea with her aunties and her sisters and her mother. And so it really highlighted for us that tea is consistent in so many different cultures, but also so many intimate places to share something and to learn something, but also we can critique something too, because I mean, so much of what we know is afternoon tea and the rituals connected there are, colonial, not just residue, but colonial actions, and are linked to bigger political actions, plantations, etc. So we just thought it was a great opportunity for people to come together and offer up. Thank you. Yeah. And the food from the tea, food and drink, that's so at the same time intimate, homemade sometimes, but at the same time, tea tells the story of colonialism, about relationship knowledge, with China, about knowledge, about stealing, about reappropriating, about everything. So every little thing in tea is so deeply implemented in the politic of the tea. So in a way we're performing, but its installation would be great for this, because every object has a root into colonialism and domesticity. And from the teacup, the spoon, the bone china, the silver, the sugar, the tea itself, embroidery within the tablecloth, everything has a story. It's endless. It's and the relationship to tea also from the different group that live colonialism is so different, and you'll see that through the different performer that have a very, very different relationship to tea. From the same abuse, a very different personal and collective answer to this. It will be a great afternoon. J'en suis persuadé. Je trouve aussi que ça se rapproche du rituel, prendre le thé. Ouais, puis je vais faire une petite confession. Ça tombe, c'est un afternoon tea, mais ça tombe que c'est la semaine de mon 50e anniversaire. Oh, fait que c'est aussi un peu cette fête-là pour moi qui correspond à ça. Puis là, je viens de réaliser en parlant que c'est aussi à quelques mois de mon 25e anniversaire de mon implication à Axe. Je suis devenu membre actif de Axe en janvier 97. Donc, on est comme... Il y a quelque chose là, dans mon rapport personnel à Axe qui est comme marqué dans cet événement-là. Puis la filature, comme j'étais... c'est un peu mon salon. J'ai participé à la construction de l'édifice. Il y a toutes ces choses-là qui joignent. Puis là, je le raconte pour moi, mais parce que c'est ça qui va se retrouver, je crois, dans cet afternoon tea-là. Quelque chose, des histoires personnelles, et en même temps, c'est la place du personnel dans le collectif qui se marque. C'est bien dit, ça, Thomas. C'est pour ça que j'ose dire que c'est ma fête, parce que oui. c'est ma fête avec des amis, avec une communauté. Ben, il y a comme, je pense qu'on a une sorte d'imbrication des temporalités, des historicités. Bref, je pense que ça va être assez symbolique, cet événement avec vous. J'ai bien hâte. Nous, à notre côté, quelques jours après ce afternoon tea, le mercredi 13 octobre, nous présentons Didier Morelli. En fait, sa performance, c'est Citius Altius Fortius. Didier est un artiste montréalais qui a travaillé avec nous durant la dernière année dans le cadre du programme des autorésidences. C'est un projet qui fait vraiment écho ce sur quoi justement il a travaillé pendant sa résidence. Ensuite, Hélène Lefebvre d'Ottawa présentera Horizon. Hélène aussi qui a été une artiste
impliqué d'une certaine façon à travers tout cette chronologie, cette histoire de fait maison. Par la suite, Sébastien Gandhi, un artiste qui est établi ici à Gatineau, va présenter Hommage à la nature, qui travaille toujours autour du rituel. Pour se conclure, tantôt, je vous ai parlé d'une résidence chorégraphique avec Katie Ward. Nous avons eu, je vais me permettre le mot, un coup de foudre avec Katie Ward dans le contexte de Radio Hall l'an dernier. Donc, elle a participé justement à une sorte disons, d'exposition radiophonique. Elle a vraiment pris le temps de spatialiser ce projet-là qui relevait vraiment bon d'une performance par partition dans la galerie Jean-Pierre Latour. Puis ça avait été diffusé justement sur les ondes radiophoniques. Elle est de retour cette fois-ci justement avec sa compagnie, puis une autre compagnie de danse des Pays-Bas. Donc, il y aura une résidence de quelques jours qui se conclura par une série de 3 représentations quotidiennes, donc entre les jeudis 21 et le samedi 23 octobre. Ça va vraiment fonctionner de façon très ponctuelle. Donc, finalement, l'auditoire sera vraiment invité à prendre part. Il y a un peu toute la dimension de répétition de la danse, puis simultanément, finalement, les deux compagnies, à travers tout le décalage horaire, la distance, danseront ensemble. C'est ce qui conclura cette édition de PIRF qui rassemble plus d'une trentaine de participants justement à travers notre série de balado, podcast, qu'à travers justement nos soirées, les résidences. En plus de ça, bon, il y a votre incommensurable implication à titre de commissaire invité de fait maison. C'est vraiment bien. Je trouve que ça a permis d'ouvrir les horizons d'Axnéo 7, de travailler avec vous, d'avoir une toute autre vision. Puis je sens vraiment que il y a cet esprit de collaboration, puis que vous avez vraiment fait part d'audace à travers tout ce processus-là d'adaptation, puis nos conversations qui finalement ont été entamées il y a plus d'1 année. Là. Donc, ouais, c'est un plaisir de vous compter parmi nous. Puis je vais enfin vous revoir en personne à Axnéo 7 dans le cadre de notre biennale. Merci Jean-Michel, merci Eric. Merci, oui, à vous deux. Oui, merci on est Anna. hâte. Merci Thomas. Oui. Merci à vous et toutes. Je trouve que c'est vraiment une belle discussion. Je parle pour mon impression, là. J'ai trouvé que c'était très sincère puis que ça fait écho à les 3 conversations qui ont précédé ce podcast. Je trouve vraiment que ça vient clore la boucle. En tout cas, nous, on peut dire que les podcasts nous ont amenés dans une réflexion qu'on pense peut-être poursuivre. Donc, il y a quelque chose de continuel. Et même chose pour le Afternoon Tea, on s'aperçoit qu'on a juste commencé à explorer ces dimensions-là. Oui. Et ça fait partie des choses que ce projet-là de Axe nous a ouvert et qui sont tout à fait surprenants. Au début, on s'en allait sur accumuler du matériel pour écrire un livre. Et finalement, là, on est en train de réactiver les principes et de se poser des questions sur les questions de collaboration, d'être ensemble, qui étaient au cœur de Fait Maison, qui tout d'un coup, après MeToo, après un paquet de choses, l'être ensemble est en train de se modifier et c'est comme si Fait Maison, sa base, trouvait un nouvel écho, une nouvelle vie à travers cette réflexion-là. Donc, je ne sais pas quelle forme la réactivation de Fait Maison va prendre dans le futur, mais la collaboration avec Axnéo 7 nous permet de tout d'un coup ouvrir des avenues qui n'étaient pas envisagées au départ à travers ça. Puis vraiment, le podcast nous intéresse assez pour se demander si on ne va pas en faire une série, continuer la série. Là, on a comme des projets, donc c'est encore qu'est-ce qui va arriver après tout ça. Yeah, that's true. And it's always a pleasure working with you. Jean-Michel and Eric, it's been so nice to meet you and work with you too. Toujours plaisir pour nous.
Merci. Oui, un réel plaisir. Ouais. Et on se voit avec les performeurs. Oui. Bientôt. Bon, à bientôt. À bientôt. Oui.